Je me présente un tout petit peu, Sheraz Ahmed, le fondateur et gérant de Stamp Partners, prestataire de services 360 dans le monde de la crypto et de la blockchain. On est des grosses sociétés à rentrer un peu dans cet écosystème-là, que ce soit Vodafone, Ferrari ou même Arabank. On aide aussi des PME, un peu comme Syswork, qui vont monter sur scène pour parler un tout petit peu juste après moi. Et donc j'ai le plaisir ici de vous parler un peu de cette métavers. Donc voilà, on va commencer un peu très rapidement à juste un peu l'évolution du web, comment est-ce qu'on est arrivé ici aujourd'hui. Donc la première phase, c'était vraiment cette web 1, c'est un web qui était très, on va dire, standard. C'était la première fois qu'on a pu vraiment voir cet réseau global se passer pour faire de la transition des données, voilà, des emails. C'était assez administratif, hein, on ne se prenait pas trop de plaisir à être sur cet Internet-là. Il y avait à peu près 250 000 sites web, on était à peu près à 45 millions d'utilisateurs aussi, donc ça va, il y avait quand même un peu de personnes dessus, mais les gens ils prenaient pas tant de plaisir. Après, on arrive tout de suite dans le Web 2, c'est un web qui est social, on peut interagir dedans, on peut liker, commenter, partager, faire des choses qui nous connectent plus ensemble. On a vu que les gens ils ont bien plus de plaisir maintenant avec cet Internet-là. Voilà, on va dire en 2005, on était à peu près à 80 millions d'utilisateurs uniques, non 80 millions de sites web avec à peu près 1 milliard d'utilisateurs. Et là, on rentre tout de suite, on va dire, dans le Web 3. Le Web 3 qui nous permet vraiment d'être émergé, d'être vraiment au sein de cette web-là, qui, voilà, on peut lire, on peut communiquer. Et maintenant, voilà, grâce à l'intelligence artificielle, on peut mettre quelques bullet points qui vont créer tout de suite un paragraphe ou même un article. On peut connecter avec the Internet of Things, nos appareils, tous ensemble. Et aussi, avec la blockchain, créer une couche, une économie supplémentaire. Voilà, donc on va un peu parler du métavers maintenant. Bon, qu'est-ce que c'est le métavers? J'aimerais, on va dire, continuer sur les sondages un tout petit peu. Et en fait, est-ce que, on a été en train un peu d'en discuter ça avec les collègues ici, puis aussi avec François avant, est-ce qu'on dit métavers ou métaverse? Donc j'aimerais bien, si vous pouvez, vous lever la main gauche si vous pensez que c'est le métavers, puis ensuite la main droite si vous pensez que c'est le métaverse. On va essayer. Métavers, métaverse. Ok, parfait. Donc, les 10% qui n'ont pas répondu, ils sont dans leur propre univers, peut-être. Mais voilà, donc, une définition assez simple, on va dire, la méta, c'est au-delà, transcendant, et le vert, bon, pas la couleur, mais l'univers, où on peut vraiment être dans un temps, un moment, un espace un peu différent. La métavers a beaucoup de différentes définitions. Aujourd'hui, il n'y en a pas une qui est très très concrète, mais on peut vraiment définir très simplement dans un Internet immersif. Et je vais vous passer un peu cette évolution du métavers parce que ce n'est pas un concept qui est tout à fait nouveau. En 1838, il y a Sir Charles Wheatstone qui a développé son stéréoscope qui nous a permis de faire une visualisation 3D, une première. Après, voilà, avec Stanley Weinbaum, avec Pygmalion Spectacles, on a pu voir que dans de la science-fiction, c'est la première fois qu'on a imaginé avoir peut-être un casque et on pouvait toucher, sentir des choses complètement différentes. Après, avec le Sensorama, la première expérience de réalité virtuelle qui est venue. Tout de suite après, avec MIT, qui ont fait vraiment une expérience de réalité virtuelle, ils ont mappé tout Aspen, et on pouvait pour la première fois découvrir une ville sans y être. Et c'était en 1977. Voilà, 1982, qui est vraiment, on va dire, la date la plus clé ici, la première fois qu'on utilise le terme métavers avec ce roman-là de Neil Stephenson. Après Sega qui sort son arcade, où on est là un peu dans l'arcade avec une expérience 3D à jouer ensemble, c'était vraiment, on va dire, un engouement qui s'est créé autour de ça en 1993. Sports Vision, là on le voit tous quand on est en train de voir les sports, qu'on a les marqueurs de but, etc. Mais c'était la première fois en 1998 qu'on voyait s'il y avait un touchdown on va dire en virtuel. Après 2010, Palmer Luckey, un entrepreneur de 18 ans, qui a inventé l'Oculus Rift. L'Oculus Rift était le premier, on va dire,
réalité virtuelle portable qu'on pouvait mettre le casque sur la tête. En 2011, Ernst Cline qui sort son roman de Player One, on peut vraiment expérimenter pour la première fois cette on va dire une réalité virtuelle. Après, voilà, 2014, Facebook qui achète l'Oculus Rift pour 2 milliards de dollars et qui vraiment fait le premier pas dans la réalité virtuelle et qui démontre à tout le monde, waouh, c'est vraiment là où le monde avance. Et Sony, Samsung, Google après qui en suivent avec leurs projets de réalité virtuelle. Microsoft qui sort l'HoloLens, qui est assez intéressant, de la réalité augmentée qui se mixe à la réalité virtuelle ici. 2010, Apple qui sort l'implémentation LiDAR. Je ne sais pas si vous avez vu sur vos téléphones, vos iPhones. En fait, lorsqu'on essaie de prendre une photo, ça calcule déjà, on va dire, tous les périmètres qui nous permettent de sortir une qualité de photo bien meilleure. Et voilà, en 2021, Facebook qui change son nom à Meta. Donc vraiment, c'est tout un historique. Il y a vraiment beaucoup de trajets où on en est aujourd'hui. Et comme Jack Dorsey, l'ex-chef exécutif de Twitter, l'a dit, we are living in a shift in time. Un moment réellement pivotal qu'on est en train d'expérimenter aujourd'hui. Parce qu'il y a réellement cette couche qui crée en fait ces métavers et la raison pour laquelle on est tous ici aujourd'hui, qu'on passe le temps sur le numérique, dans le digital, sont pour une première, l'expérience qu'on vit. Ça se passe à travers des jeux, des expériences sociaux, l'e-sport, cinéma, shopping, on peut presque tout faire dessus. On a la découverte, que ce soit maintenant des magazines online, que ce soit nos réseaux sociaux, que ce soit des publicités. On peut découvrir, on peut créer une économie, on en a parlé un peu tout à l'heure. On a eu la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui ont pu créer de la valeur depuis chez eux sur leur ordinateur, qui il y a 10 ans, 20 ans, ce n'était pas possible. Après l'informatique spatiale, voilà, on voit que les moteurs graphiques s'améliorent, on a eu des expériences bien meilleures en ligne aussi. La décentralisation, on va dire le pouvoir, le contrôle se décentralise. Les interfaces aussi, on va dire, on a les téléphones qui s'améliorent, on a des lunettes de réalité augmentée, des vêtements maintenant numériques aussi, et l'infrastructure finalement. On a le 5G qui est là, le 6G qui arrive, et les processeurs graphiques sont bien meilleurs. Et tout ça, en fait, crée notre identité digitale. Et réellement, je pense que sur un point que j'aimerais bien vous laisser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est réellement en train de vivre deux vies différentes? La vie réelle, où voilà, on est sans nos appareils en train de vivre, ou est-ce qu'on a ces deux vies, ou lorsqu'on est connecté au bureau, on est dans cette métavers à nous, personnel. On voit qu'en temps moyen passé sur Internet par individu, on est globalement, partout dans le monde, à peu près 7 heures. Bon, en Suisse, on est à peu près à 5h44, parce que voilà, on regarde un peu les jolies montagnes et tout. Mais c'est vraiment une expérience qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et donc, pour faire la boucle complète, pour revenir sur le métavers, à mon avis, on est un peu tous dans le métavers aujourd'hui, à travers ce qu'on est en train de vivre. La métavers n'est pas seulement ce joli casque Oculus qu'on pourrait avoir sur la tête en 3D pour avoir une expérience, un user interface qui est bien meilleur. Le métavers commence en 2D avec vos téléphones, avec les expériences que vous avez en ce moment. Et à mon avis, grâce à l'évolution du web, grâce aux évolutions de technologies comme la blockchain, vous pouvez prendre plus le contrôle sur vos données et la valeur qui est attribuée à ceci aussi. Donc le futur est à vous et donc le futur est à nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sheraz. Alors, vous l'avez dit, effectivement, le métavers, ce n'est pas que ces lunettes connectées, cette réalité virtuelle, mais quand même, Zuckerberg, le patron de Facebook, nous a quand même vendu un nouveau monde. On va pouvoir travailler, interagir, prendre des cafés en virtuel. Donc finalement, c'est quand même
cet aspect 3D 3.0 qu'on nous vend comme le futur du métavers. Oui, je pense que le fait d'y être réellement connecté, on était en train de discuter un tout petit peu tout à l'heure, en fait, lorsqu'on est sur Zoom, par exemple, on est dans des meetings, on se met sur muet, on est une vingtaine de personnes dans le meeting, il y a une personne qui prend la parole, toutes les 19 autres personnes sont sur muet. On n'entend plus aucun bruit, et juste la personne parle. Et donc après, pour interagir avec les personnes, c'est bien plus compliqué. Mais si on est dans un métavers, on n'a pas cette réflexe d'appuyer sur « Ok, je vais me muter » en fait. En personne, on n'est pas là, ok, je vais me muter, je vais enlever mon casque. Et donc, en fait, cette expérience qu'on est en train de créer dans le numérique nous permet de presque être là en réalité. Je ne pense pas que ça va forcément remplacer le réel, mais dans des situations comme nous, chez Stamp Partners, où on a 5 membres de notre équipe qui sont ici en Suisse, mais on en a une vingtaine d'autres qui sont un peu partout dans le monde. On aimerait bien connecter avec eux bien plus que juste Zoom. On aimerait bien avoir des expériences ensemble, créer une culture d'équipe. Et je pense que cette expérience métaverselle, où on peut vraiment être immergé au sein d'un endroit. Mais ça nécessite ces fameuses lunettes Oculus, ces lunettes interactives. Est-ce que ça, c'est pas une des contraintes du métavers d'avoir ces lunettes? Qui aimerait passer aujourd'hui 8 heures avec des lunettes? On sait qu'il y a 6,4 milliards de téléphones portables. Il n'y a quasiment pas de ces lunettes-là. Est-ce que le futur, ça sera ces lunettes ou est-ce que ça sera une jolie solution hybride entre les deux? Je pense que ça peut être une jolie solution hybride. Je pense que, comme on a vu Google, ils ont sorti en fait des lunettes en carton. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non, j'ai pas vu. Ça, c'est intéressant. En fait, c'est vraiment, tu peux imprimer toi-même à la maison. C'est un carton, tu mets ton téléphone dedans. Et c'est vraiment comme si tu avais le casque. Bon, c'est pas aussi bien, mais c'est presque la même chose. Mais nous, ce qu'on a fait, on est en train de faire des réunions dans Sandbox ou Decentraland où on est un personnage un peu dans World of Warcraft ou quelque chose comme ça. Et même si on n'a pas le casque, en fait, on a le son, etc. Et notre cerveau nous plonge un peu dans ce monde-là et nous reste pas. Il n'y aura pas forcément besoin de ce casque, en fait. Je pense pas, oui. D'accord. Quand on voit cette image, en fait, c'est un NFT de Nike qui a quand même réussi à vendre une chaussure virtuelle à 134 000 €. On se dit que le potentiel économique de cette nouvelle économie est fantastique. Oui, le potentiel est énorme. Après, je pense que voilà, lorsque le potentiel est énorme, il y a aussi un certain risque qui est attribué à cela. Je pense qu'il faut faire attention aussi lorsqu'on voit les grosses marques. Voilà, je crois que c'était à 134 millions ou quelque chose. Ouais, 134 000 €. Voilà, qui a été vendu. Il y a aussi d'autres grosses marques qui sont venues nous voir. Ah, il y a eu un gros potentiel ici, on devrait lancer quelque chose. Et on voit vraiment cette distinction entre les deux, où il y a des personnes qui ont envie de créer de l'utilité, qui ont envie de mettre une stratégie derrière et vraiment créer, on va dire, du numérique pour de la valeur, et d'autres qui se disent, ok, bah, on peut vendre peut-être un costard à 100 millions et on va se pouvoir faire beaucoup de bénéfices. Et là, on voit vraiment en fait la différence entre les sociétés qui apportent la valeur numérique et qui vont pouvoir, on va dire, vendre des NFT, etc. à beaucoup de valeur, et d'autres sociétés qui sont là juste en fait pour gagner de l'argent très rapidement, et ça fonctionne moins bien. D'ailleurs, le premier sans-abri a été créé dans le métavers, donc ça existe. Enfin, le monde réel existe dans le métavers. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que ce monde-là va s'installer durablement et que ce n'est pas juste un phénomène de mode? Alors, à mon avis, la technologie avance tellement rapidement, on a envie que ce soit nous. J'étais en train de discuter avec quelqu'un l'autre jour qui m'a dit « mais pourquoi est-ce que j'irais visiter Paris dans un métavers quand je pourrais prendre un avion pour y aller ?» Je pense qu'ici, dans l'Ouest, on a la chance de pouvoir faire cela. À Genève, on peut prendre un train très rapidement, mais il y a des personnes partout dans le monde qui n'ont pas ces opportunités de découvrir des choses partout dans le monde comme nous on pourrait. Et donc, je pense que ça démocratise l'accès à des nouvelles opportunités, et c'est ça que j'adore de cette technologie. Second Life a été créé il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, c'était un métavers précurseur, mais quelque part, aujourd'hui, c'est un métavers qui est plutôt sur la descente. Il y a très peu de monde qui l'utilise. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, une initiative qui a déjà été lancée devrait réussir à nouveau? Je pense qu'il manquait cette partie d'économie, en fait, ce pont entre le virtuel et le réel. La blockchain crée ce pont où on peut avoir des crypto-monnaies et on peut aussi, on va dire, traduire ça dans des monnaies réelles, et on peut vivre une vie virtuelle qui est connectée à notre vie, on va dire, réelle, avec des digitals et d'autres concepts. Donc je pense que le métavers, en ajoutant une couche de blockchain, va avoir beaucoup de réussite. Alors, il y a un point aussi important, c'est l'éco-sensibilité. C'est vrai que quand on crée ces univers 3D, eh bien, on dépense 1000 fois plus de puissance et d'énergie qu'avec du Web 2.0. On sait que ce sera un désastre écologique.
Qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Il y a beaucoup d'avancées qui sont en train d'être faites pour améliorer ceci. Je pense qu'on devrait voir des métavers, moins peut-être comme des applications, mais peut-être plus comme voilà, un Google Chrome qui est un browser pour accéder. On va dire c'est à double tranchant la technologie blockchain qui nous permet réellement de calculer toute transaction. Mais dans le monde où on vit, par exemple, on sait que le Bitcoin, on dit toujours que voilà, c'est pas très écologique, etc. On va dire d'une certaine façon, c'est vrai, mais on ne peut pas estimer, par exemple, notre système bancaire aujourd'hui, combien ça dépense d'énergie. On va dire qu'avec toutes les machines qui sont dans les rues, etc. On sait que c'est très énergivore. Voilà. Ouais. Et donc, je pense que la technologie blockchain a utilisé des mécanismes de consensus comme le proof of work qui consommait beaucoup d'énergie. Il y a Ethereum, maintenant la deuxième crypto-monnaie par capitalisation sur le marché, a transformé en proof of stake qui consomme bien moins. En fait, je crois que c'est 99,999% de moins. Et donc, on est en train de faire des avancées. Et l'analogie, le métaphore que j'aimerais bien utiliser, c'est le fait que voilà, quand on a créé la première voiture, on n'était pas forcément en train de se dire ok, comment est-ce qu'elle peut être plus écologique de base. On était ok, est-ce qu'elle tient la route? Est-ce que c'est une innovation qui peut aller de l'avant? Et dès qu'on a fait ça, on l'a rendu plus efficient. Et maintenant, on a des voitures qui roulent bien plus efficient. Donc le virage écologique est aussi en route dans le métavers et dans le Web 3.0. Oui. Merci beaucoup, Sheraz. Est-ce qu'il y a des questions du public, Cédric? Oui, on a quelques questions dont vous avez tous les deux déjà répondu, notamment sur la partie énergétique. Mais sinon, j'en ai deux. Une qu'on va garder, si tu veux bien, pour... Choc des générations, ouais. Oui, quel est le lien entre la crypto-monnaie et les métavers? Donc, c'est Manuela qui nous demande ça, mais je pense que ça sera bien d'en parler après la présentation de Cyrus. On a Luc qui nous dit avoir entendu dans une conférence mardi que la capacité IT des processeurs pour couvrir le volume ne sera prêt que dans 10 ans. Est-ce que le marché sera patient? Est-ce que vous pouvez répéter la question? Alors, on nous dit que la capacité IT des processeurs pour couvrir le volume donc des métavers ne sera prêt que dans 10 ans. Est-ce que le marché sera patient pour ça? Ou est-ce que c'est vrai? Oui, alors je pense que si, on est en train de faire des évolutions au niveau du hardware qui sont phénoménales. C'est vrai qu'il y a peut-être le software qui a voulu avancer un peu plus vite. C'est pour ça qu'on voit dans les marchés, les cryptos, qu'il y a des montées et des descentes tellement rapides parce qu'il y a beaucoup d'engouement. Waouh, il y a toutes ces possibilités. Puis après, les gens ils se disent ah mais en fait, ça va prendre quelques années peut-être avant que ça devienne une réalité. Je pense que les gens seront patients parce qu'aujourd'hui, comme on avait pu voir, les gens ils utilisent leur téléphone tellement, ils sont dans le numérique. Je ne pense pas que le numérique va partir dès demain. Donc je pense que les gens seront patients parce que ça va venir petit à petit. Et je pense qu'on vit déjà dans la métavers d'une certaine façon en 2D. Donc la 3D viendra au fur et à mesure. Merci beaucoup, Sheraz. Tu avais encore une question, Cédric? Oui, encore. Il y en a encore une, et puis une pour toi. À faire trop de métavers digital, ne perd-on pas le lien avec la vraie vie réelle? C'est vrai, je pense qu'il faut que ça soit en hybride. Je pense que je conseille à personne de rester à 100% dans le métavers, comme on ne conseille à personne de rester 100% collé sur son téléphone. Il faut qu'on puisse faire du sport, sortir dans la nature, faire d'autres choses. Mais je pense que, par exemple, voilà, comme des sociétés comme nous et beaucoup d'autres personnes, il y a beaucoup à offrir pour plein de personnes dans le monde. Et donc, il y a des très belles choses qui peuvent être créées avec la technologie blockchain, avec le métavers et voir, on va dire, le verre à moitié plein qu'au lieu d'à moitié vide.